Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Les relations algéro-marocaines tendues depuis maintenant 50 ans et qui connaissent par moments des moments d'accalmie ont connu un nouveau pic de tension cette semaine. Vendredi dernier, des partisans du roi Mohamed VI ont assiégé le consulat général d'Algérie à Casablanca et une personne a pu s'y introduire et retirer le drapeau de sa hampe, une profanation incontestable. Rabat a regretté cet acte mais ne s'est pas excusé comme le réclamait Alger. Depuis, c'est la crise ouverte entre les deux pays et les médias des deux pays de la frontière s'en donnent à cœur joie. Nous en parlerons ce soir avec nos invités. Abdelaziz Rahabi, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur, ancien ministre de la Communication. Bonsoir à vous également, Marlouf Sahel. Vous êtes maître de conférence à la faculté de sciences politiques d'Alger. Avec nous également ce soir, Hassan Mouali, journaliste du service international d'Al Watan. Sachez que par souci d'équité, mais aussi d'information, une invitation a été adressée à l'ambassadeur du Maroc à Alger, Abdallah Belkaziz, pour assister à cette émission et pour donner le point de vue du Maroc, pour que tous les points de vue soient exprimés. Eh bien, cette invitation n'a pas été acceptée par l'ambassadeur du Maroc à Alger, ce que nous regrettons beaucoup. Retour à présent sur les faits et sur cette crise entre l'Algérie et le Maroc avec Sabrina Rouabah. Les incidents qui ont ciblé le consulat général algérien à Casablanca ne finissent pas de susciter des réactions. La classe politique algérienne s'est indignée, a condamné et a même demandé des excuses officielles, chose que le gouvernement n'a pas manqué d'exiger lors de l'entretien avec l'ambassadeur du Maroc à Alger, Abdallah Belkaziz. Ce dernier, rappelé mercredi par Rabat, était de retour dimanche où il s'est rendu au ministère des Affaires étrangères afin de fournir des explications sur les derniers événements. Dans un communiqué du ministère, l'ambassadeur a exprimé le regret de son gouvernement et a indiqué que le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Algérie à Rabat le jour même de la violation de l'enceinte consulaire algérienne pour condamner cet acte inadmissible. L'explication de l'acte isolé a été avancée par le Maroc, mais cette thèse est loin de convaincre l'Algérie. Et c'est dans ce contexte que les autorités algériennes demandent à être associées selon une forme appropriée conformément à la pratique internationale à l'enquête pour déterminer les faits. Voilà donc un nouveau feuilleton dans la crise algéro-marocaine. Abdelaziz Rahabi, vous connaissez bien le Maroc et vous avez même géré ce dossier. Vous êtes l'ancien porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que cet acte de profanation du drapeau est un acte isolé, comme l'affirment aujourd'hui les autorités marocaines? Ça ne peut pas être un acte isolé parce que le Maroc est tenu par une obligation de protection des sites du consulat et de l'ambassade. Et dans ce cas précis, le Maroc n'a pas pris les mesures nécessaires, les précautions nécessaires pour éviter qu'il y ait une violation d'une bâtisse qui jouit de l'immunité et des privilèges contenus dans les conventions internationales. Il y a manifestement un relâchement ou une complicité qui a fait qu'une personne... Un relâchement ou un acte prémédité, Abdelaziz Rahabi? Je ne sais pas, je juge sur les faits, je ne juge pas sur les intentions, je ne connais pas. Sur les faits, c'est que quand il y a un début de crise entre deux pays, en général, entre deux pays, on renforce le dispositif de surveillance et de protection. Dans ce cas précis, il y a effectivement un relâchement de la vigilance des autorités marocaines qui a permis à une personne apparemment entraînée de retirer le drapeau et de sortir en toute impunité. Il y a incontestablement eu une défaillance, un manquement à des obligations internationales. Et comment vous jugez aujourd'hui, Abdelaziz Rahabi, les regrets du Maroc, des regrets à défaut d'excuses? En réalité, c'est insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant? Premièrement, l'Algérie était en droit de s'attendre à des excuses formelles et sur le fond, ça sur le fond. Quant à la forme, c'est aux Marocains de présenter les excuses. Ce n'est pas aux Algériens de dire nous avons reçu des excuses du gouvernement marocain. C'est ce qui réduit sur le fond la nature des excuses. Il n'y a pas eu d'excuses en réalité. Même si une source au ministère des Affaires étrangères affirme, M. Rahabi, que le gouvernement marocain aurait présenté ses excuses à M. Benyamina, ambassadeur d'Algérie à Rabat. Oui, mais c'est au gouvernement marocain de le dire, ou bien c'est aux deux de le dire en même temps, selon les formes et les usages diplomatiques.
Makhlouf Sahel, vous êtes maître de conférence à la faculté de sciences politiques d'Alger. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle tension algéro-marocaine? Est-ce que c'est un pas de trop qui a été franchi aujourd'hui dans la profanation du drapeau à Casablanca? Ben oui, mais plutôt, moi je pourrais pas parler d'une tension algéro-marocaine, mais plutôt d'une agressivité marocaine, d'une manière continue vis-à-vis de l'Algérie. Et à mon avis, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que, en contrepartie, l'Algérie a toujours montré une très grande retenue et une très grande sagesse dans toutes les circonstances. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1993 quand il y a eu l'attentat de Marrakech. Le premier pays qui a été accusé, c'était l'Algérie. Rappelez-vous aussi que le premier pays qui a ordonné la fermeture des frontières terrestres, c'était c'était le côté marocain. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dernièrement, à l'occasion d'une date très symbolique qui est très chère pour tous les Algériens, le 1er novembre est une date sacrée et on a touché à quelque chose de très sacré. D'abord, il y a eu violation des franchises diplomatiques, franchises diplomatiques du consulat général d'Algérie, ce qui est d'abord une violation des us et usages diplomatiques, des traditions de bon voisinage, mais aussi c'est un manquement très grave, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, un manquement très grave aux obligations prévues par la Convention de Vienne, notamment dans son article 31. Laissez-moi juste terminer. Allez-y brièvement. Et bien sûr, il y a eu profanation, comme je vous l'ai dit, de l'emblème national, qui est un symbole de la souveraineté nationale, c'est quelque chose de très sacré pour tous les peuples. Mais le fait qu'il y ait des regrets de la part du gouvernement marocain, est-ce que cela n'est pas une reconnaissance de cette faute, Makhlouf Sahel, les regrets du Maroc? Les regrets, à mon avis, ne sont pas suffisants. Ne sont pas suffisants par rapport au degré de l'acte en lui-même. Comme je vous ai dit, il y a eu violation des franchises diplomatiques et profanation de l'emblème national qui est un symbole de souveraineté, un symbole sacré pour tous les peuples. Et surtout pour nous, les Algériens, c'est que l'acte est survenu à une date très symbolique qui est pour nous une date essentielle. Mais ça n'aurait rien changé si ce n'était pas le 1er novembre, évidemment. Non, dans tous les cas, violer les franchises diplomatiques d'un pays, profaner un de ces symboles de souveraineté constitue un manquement très grave aux obligations aux obligations diplomatiques et de bon voisinage. Et je voudrais ajouter un petit point, c'est que cette agressivité a eu aussi comme point de départ dernièrement le discours qui a été... Nous y reviendrons dans cette émission. Hassan Mouali, vous étiez à Abuja. Nous voulons avoir aujourd'hui le regard du journaliste. Vous êtes au service international de l'Ouatan. Tout a commencé, ou tout aurait commencé, bien évidemment, après le discours du président de la République concernant l'affaire du Sahara occidental prononcé à Abuja. Écoutez, vous faites bien de souligner ce fameux discours d'Abuja, par qui le scandale est arrivé malheureusement. En fait, le ministre de la Justice, Tayeb Louh, a prononcé une petite allocution. Il est vrai qu'il a été envoyé par le président de la République là-bas pour assister à la conférence africaine des comités de soutien à la cause sahraoui, mais à aucun moment il n'a dit que c'était une allocution, un discours du président de la République. C'est parti, si vous voulez, d'une erreur, mais globalement, si on voit ce qu'est la teneur de cette petite allocution, c'était pas révolutionnaire. Monsieur Louh a juste dit que l'Algérie s'attachait au fait que c'est un conflit bilatéral entre le Maroc et le Sahara occidental et que l'Algérie est attachée à la défense du droit des Sahraouis à l'autodétermination. Je vous ferai remarquer que cette exigence remonte pratiquement à 1962, à l'indépendance de l'Algérie. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi le Maroc a créé tout un scandale par rapport à ces déclarations. Ceci d'autant plus que juste après l'allocution du ministre, moi personnellement j'ai discuté avec lui en aparté, on a discuté de tout, mais sauf de ça, parce qu'on n'a pas vu vraiment la nouveauté de son... Voilà. Après, on a endossé ça au président de la République. Je ne sais pas comment ça s'est passé à Alger, mais malgré ça, c'est une position tout à fait conforme à ce que disait l'Algérie auparavant. Donc, Monsieur Rahabi, comment expliquer cette réaction marocaine après le discours d'Abuja, alors qu'il y a eu par le passé plusieurs discours qui appelaient donc au respect de l'autodétermination du peuple sahraoui? Pourquoi le discours d'Abuja a-t-il autant gêné la partie marocaine?
Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les Marocains se sont habitués ces 10 dernières années à une certaine mollesse de la diplomatie algérienne. L'Algérie n'a pas réagi à des discours très agressifs, très inamicaux du roi du Maroc. Tous les ans, fait Eid al-Arch, la fête du trône, le roi du Maroc répète à l'envi que l'Algérie est un pays qui est opposé à l'intégrité territoriale du Maroc et tient un discours souvent inamical qui n'a jamais été dénoncé par l'Algérie, considérant qu'il ne fallait pas entrer dans la stratégie des Marocains, la stratégie de la tension permanente dans les relations bilatérales. Cette fois-ci, c'est une sorte de réactivité de la diplomatie algérienne qui gêne les Marocains. Est-ce que vous faites allusion à la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères C'est une excellente chose. Je suis heureux que le ministère des Affaires étrangères ait à sa tête un diplomate de qualité, professionnel, qui maîtrise bien les dossiers, le dossier africain, qui maîtrise même les autres dossiers pour avoir été ambassadeur à Washington, à New York, à Addis Abeba et à Vienne. Je me félicite surtout de la réactivité de la diplomatie algérienne depuis quelque temps. Le Maroc s'est habitué à une certaine passivité, à une certaine mollesse, à une certaine retenue. C'est plus que de la retenue pour moi. C'est peut-être ça nous. Revenons maintenant au message du président de la République. Le message du président de la République, en lui-même, ne comporte absolument rien de nouveau, parce qu'il pose la question de la responsabilité de la protection des droits de l'homme au Sahara occidental. C'est une question qui est posée à l'ONU depuis 1991, depuis la création de la MINURSO, depuis 1991. Et au mois d'avril dernier, le Conseil de sécurité avait posé cette question de l'extension du mandat de la MINURSO. Un mécanisme de protection. C'est organiser le référendum d'autodétermination, consolider le cessez-le-feu de septembre 1991 et mettre en place un mécanisme de protection des droits de l'homme au Sahara occidental. Donc, ce n'est pas nouveau dans le discours algérien. Ça fait partie de la doctrine de la diplomatie algérienne. Alors, comment expliquer cette réaction marocaine, puisqu'il n'y a pas eu du nouveau dans le message d'Alger concernant le Sahara occidental? Il faut aller la chercher chez les Marocains. Les Marocains ont Nous aurions aimé avoir l'ambassadeur du Maroc qui était invité ce soir. Ils ont un seul dossier diplomatique, c'est le Sahara occidental et leurs relations avec l'Algérie qui ont fait un peu un ennemi intime. Il n'y a pas d'autre. Le Maroc, de par sa position géographique, est presque insulaire. C'est la mer au nord, à l'est c'est l'Algérie, au sud c'est le Sahara occidental, c'est la Razde. Donc le Maroc, contrairement à l'Algérie, qui a une masse territoriale très très grande, qui a 7 frontières, qui a plus de 7000 km de frontières, et qui a beaucoup de conflits, beaucoup d'enjeux sécuritaires à ces frontières. Donc le Maroc et nous n'avons pas le même agenda international. Le Maroc a la question du Sahara occidental et ses relations avec l'Algérie, mais nous avons plus que ça. Nous avons ces dossiers qui sont des dossiers majeurs dans nos relations extérieures, mais nous avons aussi nos responsabilités au Maghreb, nos responsabilités au Sahel. Makhlouf Sahel, le message du président de la République est le même depuis 1999. Pourquoi? C'est le discours d'Abuja qui a gêné aujourd'hui les autorités marocaines, ou comme a dit M. Rahabi, il y aurait d'autres raisons qui ont poussé le gouvernement marocain à réagir à cette intervention. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Monsieur le ministre et aussi Hassan Mouali concernant le discours en lui-même. Il n'a rien apporté de nouveau. Au contraire, ce n'est qu'un rappel à des positions de principe. Alors, l'Algérie a toujours défendu ce principe, pas seulement vis-à-vis de la question du Sahara occidental, mais vis-à-vis de tous les mouvements de libération. Parce que nous-mêmes, on était, à un certain moment de l'histoire, on était un mouvement de libération nationale qui luttait pour son indépendance. On a bénéficié d'un soutien très large auprès de peuples amis. Il est venu le temps où l'Algérie se devait d'exprimer aussi et d'apporter un soutien à tous les mouvements de libération. Rappelez-vous nos positions par rapport à l'ANC, au combat de l'ANC. Rappelez-vous notre soutien à la guerre du Vietnam. Et bien sûr, bien entendu, on a toujours soutenu ces mouvements de libération. On a le droit de soutenir aussi le Sahara occidental, dans le sens où nos positions sont conformes à la légalité internationale. On ne fait que
répéter ce que prévoit la légalité internationale, ce que prévoit le droit international et ce que prévoit la Charte des Nations Unies, sachant que le droit à l'autodétermination est un droit consacré par les textes fondamentaux du droit international, notamment la Charte des Nations Unies, et aussi beaucoup de recommandations émanant ou qui ont émané de l'Assemblée générale. Maintenant, cette réaction, à mon avis, on pourrait la lier à une absence d'arguments. Je crois que l'histoire nous a montré que tout pays colonisateur en réalité ne dispose pas d'arguments suffisants pour justifier un acte aussi contraire au droit international qui est l'acte de coloniser un terrain ou une terre qui ne lui appartient pas. Bien sûr, il y a aussi, on pourrait expliquer cette réaction par rapport à tout ce soutien grandissant sur la scène internationale par rapport à la question du Sahara occidental. Aujourd'hui, on a eu à Abuja, par exemple, une évolution très significative du soutien de la société civile africaine, plus de 30 pays qui étaient présents. Nous allons parler de la scène occidentale dans quelques jours, au mois de novembre, dans quelques jours, il va y avoir une autre réunion très importante de la société civile à Rome, des Européens qui vont exprimer aussi leur soutien. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier aussi que pour la première fois, les États-Unis en 2012 ont posé une problématique très importante. On a parlé d'un projet d'élargissement de la MINURSO vers un mécanisme de droit de l'homme. Nous parlerons de l'affaire du Sahara occidental dans la deuxième partie de l'émission. Hassan Mouali, est-ce que vous pensez également, comme Abdelaziz Rahabi, que c'est le changement à la tête de la diplomatie algérienne qui a un peu poussé aujourd'hui les autorités marocaines à réagir, puisque M. Lamamra, il faut le dire, est considéré comme un faucon à Rabat. Même vous, M. Rahabi, vous êtes considéré comme un faucon de la diplomatie algérienne. Nous en reparlerons. Hassan Mouali. Incontestablement, monsieur. Bon, je ne le connais pas mieux que monsieur Rahabi, c'est son ancien collègue, mais incontestablement, on remarque que la diplomatie algérienne est devenue plus réactive qu'avant. Je vous ferai remarquer que M. Medelsi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ne s'est jamais rendu en Afrique, en dehors des sommets du NEPAD quelquefois, mais sinon l'Algérie, moi je le pense, elle était absente de l'Afrique. Et là, il faut espérer que cette dynamique enclenchée par M. Lamamra se poursuit pour que l'Algérie rayonne encore comme elle a rayonné auparavant durant les années 70 et 80 en Afrique. J'aimerais bien revenir tout à l'heure à ce que vous disiez par rapport à la réaction marocaine. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait un représentant du Maroc ici parce que... Comme on l'a dit, Hassan Mouali, nous avons invité l'ambassadeur du Maroc à Alger, Abdellah Belkaziz, pour participer à ce débat, pour exposer la position marocaine, mais nous n'avons pas eu de réponse. J'aimerais juste dire qu'on n'est pas loin de toute démarche chauviniste. Il faut rappeler aussi que les Marocains, ce sont nos frères. C'est un pays voisin. On n'a aucune animosité vis-à-vis de nos frères marocains, mais il se trouve que c'est une agression caractérisée. Quand on enlève, quand on arrache le drapeau d'un pays voisin, qui plus est, un 1er novembre, je ne pense pas, même les Algériens qui, passez-moi l'expression, qui s'en foutent éperdument de la question du Sahara occidental, ils vont dire que c'est une agression. Mais il faut préciser que le gouvernement marocain a reçu le jour même l'ambassadeur d'Algérie à Rabat pour faire part de leurs regrets. Khaled, les regrets et les excuses, il y a un océan entre les deux. En plus, je vais vous dire, le roi était à Abu Dhabi jusqu'à hier, je crois, il était encore à Abu Dhabi, il n'était même pas présent. Je vais vous dire un petit détail qui me fait croire, d'ailleurs je l'ai écrit dans mon journal, qui me fait croire que ça a été fait à dessein, c'était commandité et prémédité. Le roi ne sait même pas, il n'a pas eu la présence d'esprit, il n'a pas eu l'élégance d'envoyer un message de félicitations à l'occasion du 1er novembre, alors que ça comme il le fait chaque année. Comme il le fait chaque année, et alors que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a jamais manqué à ce devoir protocolaire de le faire, y compris durant la fête du trône, le 6 juin, je crois. Et comment vous expliquez cela, Hassan Mouali ? Je vais vous expliquer ça parce qu'il y a malheureusement, chez nos amis marocains, il y a un abcès de fixation qui s'appelle Algérie, c'est un bouton rouge qu'il appuie à chaque fois qu'il a des problèmes internes. Je vous rappelle aussi que le 10 octobre dernier, il a prononcé un discours à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire du Parlement marocain. Moi, ce jour-là, j'ai écrit un article là-dessus aussi.
Et il a carrément appelé le Maroc à se mobiliser contre l'Algérie, partis politiques, associations, tout le monde. Il a lancé un assaut contre l'Algérie, un assaut politique contre l'Algérie. Pourquoi l'Algérie? L'Algérie parce que en ce moment, il faut bien reconnaître que ce droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, l'allongement du mandat de l'AMINURSO à la protection des droits de l'homme, il a gagné beaucoup de terrain. Je vous rappelle aussi que les États-Unis, c'était eux qui avaient proposé une résolution en avril dernier pour étendre, c'est un projet américain, étendre l'AMINURSO à la protection des droits de l'homme et qui a été retiré à la dernière fois, mais c'était un avertissement, c'était clair, un avertissement. Je voudrais pouvoir revenir à un point qui, à mon sens, est fondamental dans les relations entre l'Algérie et le Maroc, c'est cette question des frontières. Chaque fois qu'il y a un problème interne au Maroc ou un problème avec l'Algérie, des partis politiques, parfois qui font partie du gouvernement, soulèvent la question, remettent en cause l'intangibilité des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Chaque fois qu'il y a une crise, on nous sort le grand Maroc de El-Fassi des années 50 qui ampute l'Algérie de tout son sud-ouest, qui ampute le Mali du nord-ouest, intègre la Mauritanie et va jusqu'au fleuve Sénégal. Ce Maroc des chimères des années 50, qui est sorti dans le programme de El-Fassi, de Hizb al-Istiqlal, revient chaque fois dans la classe politique sans qu'il y ait eu une seule réaction officielle. Ça, c'est inacceptable dans les relations internationales. Nous ne pouvons pas concevoir qu'une force politique, qui plus est présente au Parlement ou dans le gouvernement, remette en cause notre intégrité territoriale. On peut donc revenir sur les déclarations de M. Chebbat, le secrétaire général de l'Istiqlal. Qui n'ont jamais été dénoncées par le gouvernement, parce qu'il fallait réclamer déjà que le gouvernement remette en cause des déclarations, prend ses distances avec ces déclarations et réitère le respect du Maroc des frontières qui sont tracées, les premières depuis 1884, le fameux traité entre les Français, avec les Français de la Marnie et l'accord de Oujda frontalier de 1972, qui fixe définitivement, matérialise les frontières entre l'Algérie et le Maroc. Ça, c'est un discours inacceptable. Il faut vraiment poser la question au Maroc, est-ce qu'ils veulent un grand Maroc ou un grand Maghreb? Ça, c'est un problème qui se pose. Est-ce que vous pensez que les déclarations du secrétaire général de l'Istiqlal sont téléguidées par le palais royal, Abdel Habi? Elles ne sont pas dénoncées. Tolérées? On aurait pu le rappeler à l'ordre. Tolérées? Elles pourraient, dans certaines circonstances, être même encouragées. De quelle manière? En ne dénonçant pas. L'Algérie était en droit d'attendre du gouvernement marocain qu'il fasse une déclaration publique pour dire je ne suis pas responsable des déclarations faites par le secrétaire général. Ça n'a été fait à aucun moment, Abdel Habi? Ça n'a pas été fait, ça n'a jamais été fait. Et ça aurait pu constituer une crise diplomatique grave avec l'Algérie, déjà dès le mois d'octobre. Et j'étais moi-même surpris par la mollesse de la réaction algérienne. Monsieur Lamamra était pourtant ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas si c'est... Vous savez, le ministre des Affaires étrangères a une marge de manœuvre que veut bien ou que peut bien lui concéder le chef de l'État. Ce n'est pas la diplomatie. M. Lamamra ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il ne peut évoluer que dans la marge que lui accorde le chef de l'État. Pour revenir, j'ai bien parlé de la diplomatie. Je voudrais dire que l'Algérie est servie par des diplomates de très grande qualité qui ont géré les dossiers les plus délicats du Sahara occidental, mais aussi le terrorisme, la crise sécuritaire des années 90. Je ne suis pas en train de parler de la qualité des diplomates, je suis en train de parler de la réactivité ou l'absence de réactivité de la diplomatie algérienne pendant une période déterminée. Makhlouf Sahel, toujours l'affaire des frontières qui revient sur le devant de la scène, cette fois encore, après les déclarations du secrétaire général de l'Istiqlal. Est-ce que vous considérez que c'est le palais royal qui téléguide d'une certaine manière les déclarations de ces hommes politiques pour remettre sur la table cette affaire des frontières et leur remise en cause? Oui, mais pour moi, toutes les hypothèses sont permises. On peut faire une large lecture dans ce sens. Mais il faudrait aussi rappeler que le principe d'intangibilité des frontières est un principe fondamental et fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'était un des principes sur lesquels tous les peuples africains se sont mis d'accord. Et bien entendu, il faudrait aussi rappeler que nos frontières ont été tracées avec le sang d'1,5 million de martyrs
Et cela, il faudrait toujours, à mon avis, le rappeler. Maintenant, le discours développé par un parti comme l'Istiqlal, pour moi, n'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas et ça continuera toujours à être le cas. Avec peut-être un soutien ou pas de soutien du Palais Royal, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Seulement, quand j'entends ce genre de discours, je dis que peut-être nos frères marocains ne sont pas encore prêts pour une construction réelle et effective d'un grand ensemble régional, à savoir l'Union du Maghreb arabe. On passe à présent à la deuxième partie de controverse. Que pensent les Algériens? Que pensez-vous de cette crise entre l'Algérie et le Maroc? Le micro-trottoir a été réalisé par Sabrina Rouabah. C'est un geste ridicule. Un geste grave. إهانة لينا. C'est un manque de civisme. تعدي على الجزائر. داروا لنا إهانة للجزائر تاعنا. مش يحق عليهم. C'est un acte inconscient. حنا ضربوا تاعنا ماتوا عليها 1,5 مليون مليون شاهد. C'est plus qu'un symbole. Hein? C'est une vie. Hein? C'est une vie non pas d'une seule personne mais de plusieurs générations. un acte pareil يديروه في لو جور تاع 1er نوفمبر. ماشي هكذا برك ما كاش منها jamais. Un peuple ne peut pas agir de cette façon-là. Il y a eu une préparation. Ils ont chauffé la population à blanc. أنا الدولة داخلة في هذا الشيء هذه في هذه الضربة هذه اللي داروها المروك. كانوا لابوليس تما كاع خلاوهم يديروا كلش هما ساكتين. لو كان جاو يحترموا الدولة ديالهم. ماشي كاع الشعب كيف. Je pense que la plupart, d'après certaines connaissances, la plupart sont navrés de ce qui s'est passé. La plupart s'en excusent même. Ce n'est pas le résultat du travail des peuples, mais c'est le résultat des responsables politiques inconscients qui ne sont pas à la hauteur. Je pense que tout est clair. Apparemment, Hassan Mouali, quand même, l'affaire de la profanation a beaucoup choqué les Algériens. Un Algérien a même dit que la population a été choquée à blanc. Le drapeau, c'est quand même le symbole de tout un peuple, Hassan Mouali. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça a choqué tout le monde, c'est tout à fait L'image normal. a choqué beaucoup les Algériens de voir ce Marocain quand même attraper le drapeau. Absolument. Le drapeau qui n'a ni été brûlé, ni déchiré, je le pense, même si on n'a pas de précision. Mais quand même, le fait de le retirer de sa hampe, ça a beaucoup choqué. Je vais revenir tout à l'heure, parce que je ne me suis pas exprimé sur la question. Si vous, le communiqué de la déclaration du ministère des Affaires étrangères parlait d'indices visuels. C'est vrai qu'ils existent, les indices visuels. J'ai bien vu des policiers devant la grille quand le type s'est introduit dans tentait quand même d'empêcher les gens. Non, il n'a pas empêché les gens, il était en train de gérer la foule, je vais dire. Est-ce qu'on peut quand même dire, Hassan Mouali, qu'une seule personne a pu se faufiler? Non, ça n'a pas pu se faufiler. Bon, d'abord, je dirais que c'est un sportif. Au mieux, c'est un sportif. Au pire, c'est un militaire. Voilà, laissez-moi le dire comme ça. Je ne suis pas porte-parole du pouvoir, loin de là. Mais franchement, il y a de quoi choquer les Algériens. Vous avez vu votre micro-trottoir, tout le monde était choqué parce que c'est quand même le drapeau. On n'agresse pas comme ça le drapeau. Et quand ça se fait devant des hommes en képi, en uniforme, qui étaient là en train de gérer plutôt la foule au lieu de l'empêcher de faire ce qu'elle avait fait, un jeune qui escalade l'enceinte du consulat d'Algérie et il l'arrache, il a même utilisé ses dents, on l'a bien vu, il a utilisé ses dents, c'était vraiment... Pour dénouer le fil. C'était voyou, permettez-moi de l'expression. C'est véritablement ce qu'on appelle dans les usages diplomatiques un double standard. Vous savez, le président de la République délivre un message tout à fait conforme à la position connue de l'Algérie sur les droits de l'homme. Il y a une réaction disproportionnée chez les Marocains. On viole l'intégrité du consulat, on enlève le drapeau, et voilà la disproportion. Dans l'attitude marocaine, c'est l'inverse. C'est qu'on présente des regrets au lieu de présenter des excuses. Il y a une double disproportion dans l'attitude de nos amis marocains. Est-ce qu'on peut parler d'un petit épisode de cette crise algéro-marocaine? Une crise qui dure, il faut le dire, depuis 1963, et la guerre des sables. Il y a eu des moments de paix, des moments de tension. Quand est-ce qu'il y aura vraiment une relation algéro-marocaine normale, Abdelaziz Al-Harbi? De toutes les façons, les Algériens sont conscients, les diplomates algériens sont conscients du fait que le Maroc veut faire en sorte que le dossier bilatéral plus le dossier du Sahara occidental domine l'activité diplomatique, domine l'agenda diplomatique de la région. Est-ce qu'on peut dire que les deux pays ont intérêt à ce que cette crise du Sahara occidental dure, Abdelaziz Al-Harbi? Les deux pays ont intérêt à ce que la question du Sahara occidental trouve sa solution
dans l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Nous sommes dans un processus onusien. Nous ne sommes plus dans des relations bilatérales. Le Maroc participe à des entretiens. C'est la 6e ou 7e ou 8e round, je ne sais pas, qu'ils ont avec les Sahraouis. Le Maroc a accepté le plan de paix onusien. Donc ce qui reste, il y a une mission de l'ONU au Sahara occidental qui a été chargée depuis 1991, qui devait organiser le référendum en 1992. 20 ans après, le référendum n'a pas été organisé. C'est l'absence d'évolution sur le terrain qui fait qu'il y a encore des tensions dans la région. Le statu quo ne profite ni à l'Algérie, ni aux Sahraouis, surtout pas aux Sahraouis, qui sont en exil depuis 35 ans. Mais beaucoup de spécialistes disent que le statu quo profite au Maroc, à Abdelaziz Rahabi. Bien sûr qu'il profite au Maroc. Pour quelle raison exactement? Parce qu'il occupe le terrain, il exploite des richesses, et la question du Sahara devient le véritable ciment de l'unité nationale au Maroc et un facteur de mobilisation et de cohésion politique. Et puis ça leur permet d'avoir aussi... le Maroc ne peut pas faire ça aussi sans le soutien de la France et de l'Espagne. On en parlera aussi. Mais vous reconnaissez aussi, M. Rahabi, qu'il y a une cohésion nationale et populaire autour du roi concernant l'affaire du Sahara occidental. Le roi cherche à mobiliser l'opinion publique autour du Sahara occidental, libre à lui de le faire. Il n'a pas à chercher à mobiliser l'opinion publique contre l'Algérie ou en remettant en cause les frontières algéro-marocaines. Nous considérons, nous, que la question du Sahara occidental est prise en charge par l'ONU et qu'à ce titre, elle doit trouver sa solution dans le cadre onusien. Les relations avec le Maroc ne sont pas tributaires de l'évolution de la question sahraoui. Ça a été toujours le discours développé par les Algériens, de Chadli en passant par Zeroual jusqu'au président Bouteflika. Makhlouf Sahel, l'affaire du Sahara occidental continuera-t-elle encore longtemps à empoisonner les relations algéro-marocaines? Vous savez, moi, je ne ferai que rappeler les positions de mon pays. On n'est pas une partie prenante dans ce conflit. Les Marocains disent le contraire. Ben, c'est à eux de dire ce qu'ils veulent. Mais nous, on a toujours dit que c'est un problème de décolonisation qui rentre dans le cadre des missions des Nations Unies, sachant qu'il y a un processus de négociation qui a été enclenché. Et il y a un représentant spécial du secrétaire général chargé... qui était dans la région ce mois de novembre aussi. Oui, oui. Et il y a une mission des Nations Unies qui prend en charge le dossier du Sahara occidental. Et bien sûr, la solution de ce problème ne viendra que par la concrétisation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination qui aboutira certainement vers l'indépendance de ce Monsieur Rahabi, avant de revenir à vous, Hassan Mouali, beaucoup de spécialistes disent aujourd'hui que l'indépendance du Sahara occidental entraînera le désintégrement du royaume du Maroc. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est ce qu'on a toujours fait croire, on a voulu faire croire aux amis du Maroc, notamment les pays du Golfe et la France. Est-ce que le Maroc peut lâcher le Sahara et l'Espagne. Et pour dire que si le Maroc venait à perdre le référendum, cela constituerait une menace pour le trône. Alors, comme si on voulait mettre en équation, en rapport, l'autodétermination d'un peuple avec la pérennité d'un trône. Le problème n'est pas du tout là. Il s'agit d'un processus de décolonisation. Et c'est aux Sahraouis de déterminer s'ils veulent rester dans le royaume du Maroc ou devenir indépendants. Le roi Hassan II lui-même disait que si les Sahraouis choisissaient l'indépendance, nous serons le premier pays à ouvrir une ambassade. Il parlait le drapeau et le timbre. Laissez-moi le drapeau et le timbre. Oui, mais c'est les Marocains qui ont demandé un processus, un référendum de détermination. C'est avant tout une demande marocaine, une demande du roi Hassan II. Les gens oublient, parce que souvent, on nous prête aussi la responsabilité du gel de l'humain en mettant cela en rapport avec le Sahara. Vous posez la question, qui est responsable du gel de l'humain? Est-ce que c'est l'Algérie, le Maroc ou les deux pays à la fois? On fait souvent avancer la thèse que c'est la question du Sahara occidental qui est à l'origine du gel de l'humain. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas vrai. La question du Sahara occidental existe sur le terrain depuis 1962-63. Et l'humain était qu'en 89. Depuis 1975, depuis le retrait des Espagnols,
L'UMA a été créé en 89 à Marrakech. En 89. Donc la question du Sahara existait encore, parce que les chefs d'État se sont dit à Marrakech, laissons la question du Sahara occidental dans un processus onusien et africain, et construisons le Maghreb, parce que la construction du Maghreb peut aider au règlement de la question sahraoui, est un facteur favorable au règlement de la question sahraoui. Et je vous rappelle que le roi du Maroc avait reçu en janvier 89 une délégation du Polisario présidée par son Premier ministre. C'est cette rencontre qui a été un accélérateur du processus maghrébin. Hassan Maliki est responsable du blocage de l'UMA, le Maroc, l'Algérie ou les deux? Alors, je ne dirais pas que c'est l'Algérie qui a bloqué l'UMA. D'abord, il faut souligner que le Maroc est sorti de l'Union africaine aussi. Donc, il a cette volonté à chaque fois que... Écoutez, sur la décision du gel de l'activité de l'UMA, c'est une lettre qui a été envoyée en décembre 1995 par le ministre des Affaires étrangères Filali à son homologue algérien Dembri, qui demandait le gel des activités de l'UMA. Et d'ailleurs, sur les questions de fond, il n'avait pas le droit de demander le gel des activités de l'UMA, il avait le droit de demander le gel de sa participation à lui. Et l'UMA est gelé, les activités de l'UMA sont gelées depuis 95, décembre 95, à la demande du Maroc. Je crois qu'il est pratiquement inutile de parler de l'UMA, parce que comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, par rapport à l'agenda diplomatique du Maroc, il n'a que la question du Sahara occidental. Il n'a que ça. Et vous disiez tout à l'heure que si le Sahara occidental acquiert son indépendance, la monarchie risque de disparaître. Permettez-moi de vous dire que je m'en fous. Si les Marocains veulent une république, ben, tant mieux pour eux. Sinon, ce n'est pas la monarchie. La monarchie a préexisté au dossier du Sahara. Les gens disaient ça sur l'indépendance du Timor aussi. La monarchie au monde en 1666. L'Indonésie n'a pas disparu après l'indépendance du Timor. Mais c'est faux. Par contre, ce qui est juste... Timor-Leste, et là c'est bon de le rappeler à nos amis marocains, il est même bon que les Algériens le sachent, nous avons les meilleures relations du monde avec l'Indonésie. Ils nous ont soutenus, ils nous ont ouvert leurs portes et leur cœur, ils nous ont soutenus pendant la guerre de libération, ne nous a pas empêchés de ne pas soutenir leur position concernant Timor-Leste. Donc nous sommes véritablement en conformité avec nos convictions et nos engagements et notre doctrine de soutien au peuple, de soutien à l'autodétermination. Alors, l'ambassadeur du Maroc n'est pas là, même s'il était invité. Il aurait pu vous dire aujourd'hui, M. Rahabi, puisque l'Algérie soutient le Sahara occidental, pourquoi est-ce que l'Algérie ne soutient pas le droit du Kosovo à l'indépendance ou du Tibet? Mais, premièrement, la question du Tibet ne se pose pas dans les mêmes termes. La question du Kosovo ne se pose pas dans les mêmes termes. La question du Kosovo est un problème d'intégration européenne dans un ensemble européen. Les Kosovars ne nous l'ont jamais demandé, le Tibet non plus. Et toutes les questions d'autodétermination sont posées à l'ONU dans le cadre de la 4e commission. Il ne s'agit pas d'attitude personnelle ou bilatérale sur ce dossier. Il s'agit d'une attitude qui relève du système onusien. Aucune puissance n'a fait la demande à l'Algérie sur la question, même pas au sein de l'ONU. Et ça, c'est extrêmement important. J'entends souvent dire pourquoi pas le Kosovo et pourquoi pas le Tibet. Ce sont deux situations qui sont complètement différentes. Monsieur Sahel, et après Hassan Mali. Oui, moi je voudrais revenir sur le placement naturel de la question du Sahara occidental. Pour vous, c'est un placement naturel? Ben oui, c'est un problème de décolonisation qui rentre dans le cadre des prérogatives... Une question simple, M. Sahel. Qu'est-ce qui passe avant? L'affaire du Sahara occidental ou les relations algéro-marocaines? Non, ça c'est une question de principe. C'est fondamental. Et pour l'Algérie et pour le triomphe de la légalité internationale. Parce qu'on est dans le cadre d'un système international basé sur les principes de la Charte des Nations Unies. Et parmi les principes de la Charte des Nations Unies, des relations internationales pacifiques, et bien sûr, respect des droits de l'homme. Et à la tête de ces droits de l'homme fondamentaux, il y a le droit des peuples à l'autodétermination. Et bien sûr, la question du Sahara occidental étant une question de décolonisation, elle rentre dans le cadre des prérogatives de la 4e commission des Nations Unies qui est chargée des questions politiques et de décolonisation. Et bien sûr, il y a un processus de négociation qui est pris en charge par l'ONU dans le cadre de tous ces principes.
Maintenant aussi, à un deuxième niveau de lecture, je voudrais revenir. Vous avez insisté sur l'origine du blocage des instances de l'UMA. Moi, je pourrais le dire en tant qu'observateur et en tant que politologue, c'est que le seul pays peut-être dans la région qui a réellement œuvré sans relâche pour l'édification de cet ensemble, et c'est bien entendu l'Algérie. En prenant comme petit exemple le nombre de conventions qui ont été signées dans le cadre de l'UMA, c'est autour de 35, je crois, il y a 34 ou 35 accords. L'Algérie a été signataire, je crois, de 28 ou 29. Mais monsieur Zahed, et de l'autre côté, le Maroc, il faut reconnaître aujourd'hui, qu'il y a des négociations directes entre le Maroc et le Polisario. Donc les deux parties se parlent aujourd'hui. Il y a un processus de négociation qui est enclenché depuis 1991. Maintenant, le blocage, à mon avis, il y a tous les observateurs avertis vous le diront. Le blocage de ces négociations incombe réellement aux Marocains. Pour quelle raison il incomberait aux Marocains? Parce qu'ils ont des positions qui sont contraires à la légalité internationale, tout simplement. Hassan Mouali, dans un processus de négociation, il y a deux parties. Est-ce que l'une des deux parties refuse de faire des concessions? Qui est intransigeant dans cette négociation maroco-sahraoui? Il est clair que c'est le Maroc. Je ne vais pas me faire l'avocat des autorités algériennes, mais c'est clair. Je vous rappelle que la MINURSO, Mission des Nations Unies pour la surveillance du référendum d'autodétermination. Voilà, le Maroc l'appelle comme ça aussi, référendum d'autodétermination. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que le Maroc ne veut pas de ce référendum. Il dit que voilà, c'est le plan d'autonomie. Il propose un plan d'autonomie, je crois, depuis 2007. Il essaie de vendre à l'international avec ses soutiens traditionnels, la France, l'Espagne et accessoirement les États-Unis. Et donc il a failli à un engagement qui a été signé après le cessez-le-feu. La MINURSO, elle a été créée pour organiser les Marocains disent que le référendum est dépassé. Ils appellent le plan d'autonomie une solution réaliste. Elle n'est pas réaliste, elle n'est pas consensuelle. Là, en ce moment, à chaque fois Et si elle était consensuelle? Elle ne l'est pas. Moi, je ne parle pas de supposition. Elle est contraire à la légalité internationale. Et à chaque fois qu'il y a des rounds de négociations à Manasset, les Marocains ils disent pourquoi ça bloque. Ça bloque parce que les Marocains ils disent qu'on discute sur la base de notre proposition d'autonomie. Alors que les Marocains partent sans a priori. Ils se fondent sur la MINURSO, le référendum d'autodétermination. C'est pour ça que c'est un dialogue de sourds. Mais encore une fois, c'est le Maroc qui a changé complètement la dalle qui résiste, parce que pour lui, l'affaire du Sahara, elle est vitale. Alors, M. Rahabi, d'un côté, je vais vous donner la parole, on parle d'un référendum d'autodétermination, de l'autre, on parle d'autonomie, et certaines parties, notamment les États-Unis, parlent d'un accord acceptable par les deux parties. Quelle que soit la formule, bien sûr que nous sommes encore dans la perspective d'organisation des référendums depuis 1991. Le plan d'autonomie est insuffisant, il est incomplet, il ne répond pas à la demande sahraoui, il ne répond pas au principe lui-même d'autodétermination des Sahraouis. Est-ce qu'on peut dire la même chose des propositions faites par le Polisario? Les pays occidentaux, les États-Unis, la France, l'Espagne, encouragent une solution politique négociée. Quel que soit le cadre de discussion, de négociation, de paix sur cette question, il doit se faire avant tout entre les Sahraouis et les Marocains. S'il devait un jour arriver à un accord politique. Or, ils n'ont presque plus de contacts depuis un moment. Et quand ils ont des contacts, c'est encore à un niveau d'ambassadeur. C'est insuffisant pour enclencher une dynamique de paix. Mais moi, je voudrais revenir à la question de tout à l'heure sur le Maghreb, comme si l'Algérie était un peu à l'origine. J'en entends souvent ça. Le nom Maghreb, c'est l'Algérie qui est responsable du nom Maghreb. Le coût du nom Maghreb, c'est aussi l'Algérie qui est responsable de ça. Juste pour rappeler une ou deux dates. L'UMA, c'est avant tout une idée algérienne. C'est une idée de Chadli Ben Jdid. Zeralda 88. Voilà. L'UMA, il est vrai, est un rêve des années 50, depuis la guerre de libération. Mais concrètement, qui a donné le plus à l'UMA? C'est l'Algérie. Je vais vous citer au moins deux projets. C'est les deux gazoducs. L'un passe par la Tunisie, l'autre passe par le Maroc. Et c'est parce qu'à l'époque, on croyait véritablement, nous, les Algériens, à l'intégration économique du Maghreb. On aurait pu faire passer les gazoducs par la mer. On l'a fait par contre, pendant la crise sécuritaire et politique en Algérie des années 90, l'Algérie n'a pas eu droit, n'a pas eu un retour d'ascenseur.
Parce que le Maroc a négocié un accord d'association avec l'Union européenne, alors qu'on avait convenu de le faire ensemble. On pourrait dire la même chose de la Tunisie aussi. L'a fait en 1994 et le Maroc en 1995. Est-ce que ces pays auraient-ils tout seuls? Est-ce que ces pays auraient dû nous attendre, M. Rahabi? Les deux pays auraient pu discuter avec nous et aller discuter l'accord d'association. On aurait pu le faire, d'ailleurs, on est en train de perdre. Plus de concertation. Aller négocier ensemble l'accord d'association, aller ensemble dans le dialogue politique avec l'OTAN. Ils l'ont fait sans nous en 1994 et en 1995. Alors je peux vous assurer qu'en termes de construction maghrébine, nous avons été les plus généreux et probablement, à mon sens, les plus naïfs. Makhlouf Sahel, on a été naïf dans la construction de l'Union du Maghreb arabe? C'est pas négatif quand je dis naïf. Je dirais pas naïf, mais je dirais qu'on a toujours exprimé de la bonne volonté. Moi, quand je parle des rapports entre l'Algérie et l'UMA, je parlais aussi de nos rapports avec la question de la Palestine, par exemple. On est parmi peut-être les rares pays qui honorent d'une manière claire et la dotation. Oui, et qui respecte ses engagements vis-à-vis de cette question. Je parle des engagements financiers, bien sûr, bien entendu, et politiques. Et par rapport à ça, je crois que l'Algérie a toujours essayé d'œuvrer très positivement dans la construction de cet ensemble régional. Et comme l'a si bien rappelé Monsieur le ministre, quand on a fait face à cette crise sécuritaire des années 90, on s'est retrouvé malheureusement seul. Et à cette époque-là aussi, certains pays du Maghreb ont profité de ces moments de crise et ils sont partis négocier des accords d'association individuellement avec l'Europe. Et je crois que la logique et la volonté de la construction d'un ensemble régional aurait voulu que ça soit dans un cadre concerté. Et là, à mon avis, on aurait eu une voix unie et peut-être on aurait pesé un peu mieux sur les négociations. Nous aurons peut-être un jour les explications des autorités marocaines et tunisiennes sur ce sujet. On passe à présent à la dernière partie de Controverse. C'est l'heure de l'interro photo. Le principe est très simple, nous allons vous montrer 3 images et à vous de les commenter. On passe à la première image. Nous en parlions tout à l'heure, Abdelaziz Rahabi, c'est le poste frontalier de Zouj Brel, c'est son nom. Donc la frontière algéro-marocaine fermée depuis 1994. Les Marocains demandent avec insistance la réouverture de ces frontières. Vous êtes pour ou contre la réouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc? Ça ne se pose pas en termes de pour et de contre. Ça se pose premièrement pour déterminer la responsabilité, qui est responsable de la fermeture des frontières et quelles sont les conditions à mettre pour réouvrir ces frontières. La responsabilité ne nous incombe pas parce que c'est le Maroc qui a imposé le visa après l'attentat de Marrakech dont il nous a prêté la paternité. Il a fallu qu'un ministre français démente. Parce quoi? Dire que les Algériens ne sont pas responsables pour que les Marocains n'ont pas encore présenté des excuses sur cette question. Deuxièmement, la question des frontières rentre dans le cadre d'un package global des relations entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc doit montrer une volonté réelle de lutte contre la drogue, parce que nous avons le sentiment ces derniers temps qu'il y a un relâchement du côté de la frontière marocaine et une sorte d'approvisionnement, une sorte un rush de quantité extraordinaire de drogue qui fondamentalement sont destinées à affaiblir le pays, à affaiblir sa société, à affaiblir sa jeunesse. Ce n'est pas un sujet insignifiant, cette affaire de Mais le gouvernement marocain lutte aussi contre le trafic de drogue, Abdelaziz Rahabi. Est-ce que la lutte n'est pas assez forte? Nous avons toutes les raisons de croire que dans les frontières algéro-marocaines, le gouvernement marocain ne fait pas suffisamment d'efforts pour empêcher ces grosses quantités d'entrée en Algérie. Il est vrai qu'il est plus difficile de vendre en Europe maintenant, donc tous les trafiquants de drogue se dirigent vers l'Algérie, qui est devenu aussi un point de passage. Ce n'est pas seulement destiné à... Est-ce qu'on peut parler d'intégration maghrébine en 2013 alors qu'il y a une frontière terrestre fermée entre 2 pays maghrébins? La frontière terrestre n'est pas un obstacle à l'intégration ni au développement des échanges économiques. Il faut mettre en place les conditions pour que cette frontière, si un jour elle est ouverte, qu'on ne la referme pas qu'un jour après. Hassan Mouali,
Frontières fermées depuis 1994, ça va bientôt faire 20 ans. Est-ce que cela n'est pas aussi un handicap au développement des relations entre les deux pays? C'est un handicap, mais il faut rappeler que cette frontière était ouverte avant 1994, donc on n'a rien pu faire. L'UMA a été créé en 89 et la frontière a été fermée en 94. Inutile de revenir. Qui a été responsable? Il n'y a pas que de problème absolument, dans le dossier bilatéral. Hein. Mais en tant qu'Algérien... Je n'ai pas terminé parce qu'il y a aussi... il faut que les Marocains arrêtent d'encourager un discours anti-algérien et un discours sur la remise en cause des frontières. Il faut également que les Marocains fassent preuve vraiment de volonté sur la question de Sahraoui. Il faut régler beaucoup de problèmes. On parle de familles déchirées à la frontière, Abez Rahabi, des familles des deux côtés de la frontière. On ne pense pas assez à ces familles, selon vous? On regrette, tout le monde regrette, mais nous ne sommes pas responsables de ça. Il n'y a que les frontières terrestres qui sont fermées. Il n'y a pas de visa et les frontières aériennes et maritimes sont... C'est le Maroc qui a été le premier à décider de supprimer le visa, de manière unilatérale. C'est lui qui l'a imposé. C'est lui qui a imposé le visa aussi en 1994. Écoutez, en 1994, l'Algérie était en pleine crise sécuritaire et politique. Il ne fallait surtout pas en ce moment-là mettre une pression supplémentaire sur l'Algérie, affaiblir un peu plus l'Algérie ou isoler l'Algérie. Et là, ils l'ont payé parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette réaction de l'Algérie. Hassan Mouali, brièvement. C'est un très mauvais cadeau qu'ils nous ont offert en 1994 en instaurant le visa, alors qu'on était en pleine crise sécuritaire, comme le dit Monsieur le ministre. Moi, je comprends un peu la focalisation des Marocains sur la frontière, mais nous, Algériens, chaque pays pense à ses intérêts. Franchement, est-ce qu'il est en ce moment de notre intérêt à ce que la frontière soit rouverte? Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, mais je ne pense pas. Par contre, moi, je vous rappelle qu'il y a à peu près une vingtaine de jours, je suis tombé sur une déclaration d'un observateur d'Amnesty International au Maroc qui a rapporté une confidence. Le roi aurait donné instruction à inonder l'Algérie en quantité industrielle de drogue. Est-ce que vous pensez que c'est un acte de bon voisinage? Vous ne pouvez pas demander à ouvrir la frontière et en même temps avoir les attitudes que vous avez, notamment sur la question du drapeau et sur la question des frontières. Et il y a une dichotomie. Tout est lié. Il y a une contradiction dans le discours il y a une propagande aussi de nos amis marocains qui est surprenante. On demande à l'Algérie de rouvrir ses frontières, mais en même temps, on tient un discours inamical vis-à-vis de l'Algérie. Ou bien des actes qui sont tout à fait scandaleux, comme celui qui vient de se passer. Merci, M. Rahabi. On passe à présent à la deuxième image. Nous en parlions tout à l'heure avec vous. C'est une photo souvenir, une photo qui reste dans les mémoires. Nous sommes à Zeralda ici. C'est en 1988, c'est avant la création de l'UMA. Makhlouf Sahel, donc tous les présidents maghrébins. Le président tunisien a été renversé. Hassan II est mort. Chadi Mejdid est mort. Mahawiya Ouattara Ahmed Taïa a été renversé en 2005. Mohamed Kadhafi, on connaît le sort qu'il a eu. Le rêve de l'UMA s'est envolé, selon vous, Makhlouf Sahel? Non, à mon avis, c'est une image qui est très symbolique, très forte, qui peut-être constitue le début d'une aventure régionale. Maintenant, le train est en marche. Hein. Est-ce que vous pensez que le train est toujours en marche, le train de l'UMA? Je pense... étant universitaire qui essaie observateur de ce genre de questions, moi je dis que du côté algérien, je crois que le train est toujours en marche. Maintenant, du côté des autres, laissons l'avenir nous le dire. La responsabilité du blocage ne nous incombe pas, comme aussi la responsabilité de la fermeture des frontières ne nous incombe pas aussi. Et ça, surtout si on voit ce trafic transfrontalier, par exemple, très organisé, de grosses quantités de drogue qui atterrissent dans nos territoires, ceci traduit manifestement une hostilité vis-à-vis de notre pays. Monsieur Rahabi, je pense qu'il faut rendre un hommage particulier au président Chadli Benjedid, qui a été vraiment le moteur de cette réunion, qui a eu, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque j'étais aux affaires étrangères, qui a fait des efforts extraordinaires, qui a beaucoup fait pour rapprocher les positions qui étaient inconciliables à l'époque entre Kadhafi et Ben Ali, entre Kadhafi et le roi du Maroc, d'autant plus que le Maroc avait à l'époque aussi des problèmes avec la Mauritanie. Le président Chadli Benjedid a été véritablement l'artisan. On n'a pas suffisamment rendu hommage au président Chadli Benjedid, qui est un homme, qui est un maghrébin convaincu et sans arrière-pensée. Parce que vous savez, ces sommets-là, c'est la rencontre souvent d'arrière-pensée au niveau de chef d'État. Il faut aussi, je pense, dire
c'est vrai que c'est une belle image, mais le Maghreb, entre-temps, a beaucoup évolué. Vous savez, le Maroc et la Tunisie ont des élites économiques et des élites universitaires mieux préparées que les nôtres. Et je pense qu'ils conçoivent le Maghreb beaucoup plus comme un marché que comme un rêve, véritablement. On termine avec la dernière image. Nous avons tenu à terminer avec cette image, avec cette belle image de ces deux drapeaux entrelacés, le drapeau algérien et marocain, une photo envoyée par un téléspectateur de Controverse. Hassan Mouali, malgré tout, l'Algérie et le Maroc restent des pays amis et frères. On peut dire malgré tout? Malgré tout. Moi, je pense que Algériens et Marocains pensent la même chose. Là, je crois que c'est une. Non, ce n'est pas une photo montage. C'est une photo de football. Je suis sûr qu'après la victoire de l'équipe nationale, je crois. Il faut préciser que lorsque l'Algérie gagne, pour avoir été plusieurs fois au Maroc, les Marocains sortent à Rabat et à Casablanca. Quand vous les sortez de l'affaire du Sahara occidental, ils sont très sympas, de la même manière que les Algériens. Donc, je pense que c'est ça. Nous sommes frères. À l'origine, nous sommes frères. Maintenant, c'est aux politiques de faire le premier pas. C'est une très belle photo. Vous savez que les drapeaux appartiennent au peuple, n'appartiennent pas à l'État. Nous sommes en train de discuter de politique des États sur des problèmes déterminés. La relation entre le peuple algérien et le peuple marocain n'est pas nouvelle. Elle est plusieurs fois millénaire. Ils nous ont accueillis pendant la guerre de libération, ouvert leur foyer, le rôle joué par le roi Mohamed V était très important aussi pendant la Révolution. Il a été d'un soutien sans faille au mouvement national. Le peuple marocain aussi, nous avions une partie de l'armée qui était là-bas, une partie du commandement de l'armée qui Qu'est-ce qui a changé alors pendant ces années à Rahabi? Je pense que les indépendances ont apporté de nouvelles situations. Et il faut le dire, je ne parle pas du peuple marocain, je parle de la classe politique marocaine, un sérieux problème de cerner la réalité des relations avec l'Algérie. Il ne faut pas se sentir agressé par l'Algérie. Ce n'est pas parce que l'Algérie est un pays qui a une grosse masse territoriale, une population forte et une richesse très grande par rapport à la région qui représente une menace. L'Algérie ne représente une menace pour personne. Pour preuve, elle n'est jamais sortie de son territoire. C'est avec cette belle image de fraternité algéro-marocaine ou maroco-algérienne que se termine ce numéro de Controverse. Merci à nos invités. Abdelaziz Rahabi, vous avez été ambassadeur d'Algérie à Madrid, ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Merci à vous, Makhlouf Sahel, maître de conférence à la faculté de sciences politiques d'Alger. Hassan Mouali, vous êtes journaliste du service international d'Al Watan. Controverse, c'est terminé. À mercredi. Merci.